Donc on va poursuivre le cours sur les graphes. Nous sommes arrivés la dernière fois à la fermeture transitive d'un graphe. Donc je rappelle en quoi cela consistait. À partir donc d'un graphe orienté défini par ces deux composantes, les sommets et les arcs, un graphe d'ordre n. Il s'agit donc à partir de là de construire donc un graphe, construire la fermeture G tilde qui est constituée des mêmes sommets et des arcs obtenus par transitivité. On avait dit qu'on va partir de la matrice A et puis on va ajouter par l'opération d'addition booléenne les puissances successives de la matrice d'adjacence à P. Oui. Et on voit donc qu'on obtient une matrice booléenne donc qui est remplie par des 0 et des 1. Évidemment, quand on a un coefficient qui est égal à 1, ça veut dire que donc, du sommet I au sommet J concerné, il existe un chemin de longueur 1 ou un chemin de longueur 2 ou etc., un chemin de longueur P. On avait dit que intuitivement, cette opération d'addition des puissances successives de la matrice d'adjacence va connaître une saturation. Bon, il est facile de le démontrer, puisque la matrice obtenue ici, qu'on va appeler ici une matrice A tilde par exemple, c'est une matrice NN. C'est une matrice n fois n, donc avec un nombre fini de coefficients. Et puis l'ajout, on constate que l'ajout d'une puissance AP, soit elle modifie la matrice A tilde, soit elle ne la modifie pas. Alors, si elle modifie la matrice A tilde, ça veut dire qu'il y a un 0 de la matrice A tilde qui est transformé en 1. Donc on a ajouté un 1 à la place d'un 0. Soit la matrice n'est pas modifiée, ça veut dire que la puissance P n'a pas changé la somme. Alors, dans les deux alternatives, donc, on peut montrer que si l'ajout d'une puissance ne modifie pas la matrice, eh bien, ça veut dire qu'on a atteint la saturation. Et s'il y a modification, ça veut dire qu'il y a un 0 qui est devenu un 1. Et comme il y a un nombre fini de coefficients n fois n au maximum, donc par conséquent, on arrivera à saturation au maximum après n croix n itérations. Alors je donne maintenant l'algorithme l'algorithme de fermeture. De fermeture transitive. Du graphe G. Alors, je la donne sous forme d'organigramme, puisque c'est un algorithme assez simple. Nous allons considérer la matrice A, et puis on va prendre une variable, une matrice supplémentaire qui va contenir le résultat, donc c'est une sorte de variable, et puis un paramètre P qui appartient à une étoile, et on a la forme suivante. Donc, on a un début de l'algorithme. Et puis, alors, dans la matrice A tilde est initialisée, on va mettre ou bien une flèche à A, et le paramètre P sera initialisé à 2. Voici donc les conditions initiales de l'algorithme. Et puis, on fait un test, donc, A tilde plus opération logique A à la puissance P, la puissance booléenne de P, il est égal à A tilde, oui ou non. Donc c'est un test. Alors si on sort par, si le test est vrai, ça veut dire donc que la matrice AP n'a pas modifié la matrice A tilde, et on a donc la matrice A tilde, on a atteint la saturation, c'est la matrice d'adjacence de la fermeture G tilde. Et puis, on sort. Si le test est faux, si on sort donc par la sortie non, ça veut dire donc qu'on va ajouter
une puissance nouvelle de la matrice A. Rappelez-vous que la puissance Pim de la matrice d'adjacence représente les chemins de longueur P dans le graphe G. Donc dans ce cas-là, on remplace la matrice A tilde par l'ancienne plus la puissance de AP, la puissance de A, et puis voilà donc la nouvelle matrice A tilde, et puis on incrémente le compteur P à P plus 1, et on retourne donc à cette situation-là. Donc voici un algorithme très simple, l'algorithme de fermeture transitive, qui à partir du graphe G construit le graphe G tilde, qui est obtenu donc par saturation par transitivité, et on sait que la matrice A tilde ici représente la matrice d'adjacence du graphe G tilde. Bon, des exemples, on peut construire des petits exemples soi-même et puis faire tourner l'algorithme. Et donc cela consiste donc à partir tout simplement de A tilde. Vous voyez, A tilde au départ, donc il est égal à A. On fait le test, donc on fait A tilde plus AP. Vous voyez, A tilde va contenir A plus A2. Et on va faire le test. Sinon, on remplace A tilde, ce sera donc A plus A2, et etc., etc. On construit de cette façon, de telle sorte que A tilde soit égal donc à A plus A2, les puissances successives de la matrice d'adjacence, plus A à la puissance P, vous voyez donc, et jusqu'à saturation. Et cette matrice A tilde, c'est la matrice d'adjacence. Voilà. Alors, que traduit la fermeture? Puisque c'est par transitivité, on peut dire que G tilde, c'est-à-dire le graphe de fermeture transitive, il traduit un peu en quelque sorte les capacités de communication par des chemins de communication entre sommets dans G, dans le graphe G. Capacité. Donc c'est une caractéristique du graphe qui nous donne donc est-ce qu'il y a possibilité de communication, oui ou non. Les possibilités sont les 1 de la matrice A tilde obtenue à la fin de cet algorithme. Et donc c'est une caractéristique du graphe. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, au fur et à mesure que l'on avance dans le développement des outils des graphes, apparaissent des problématiques qui peuvent donc donner lieu à des questions intéressantes au niveau de la pratique. Voici une question qui est intéressante. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, facile de le voir, que plusieurs graphes peuvent avoir la même fermeture transitive. Plusieurs graphes peuvent avoir la même fermeture transitive. La preuve, c'est que donc, le premier graphe plus le deuxième graphe, puisque ça correspond aussi à un graphe, les graphes successifs obtenus dans les itérations de l'algorithme de fermeture transitive ont, par définition, la même fermeture transitive. Donc, plusieurs graphes peuvent avoir la même fermeture transitive. Bien. Or, cette fermeture transitive traduit les capacités d'un graphe. Donc, la question qui se pose, c'est, étant donné donc un graphe G, donc je sais construire sa fermeture transitive G tilde. Donc ça, on sait le faire par l'algorithme précédent. Mais je sais aussi qu'il peut y avoir un autre graphe avec donc le même nombre de sommets, les mêmes sommets, mais avec un autre système d'arcs, et qui a la même fermeture transitive. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux graphes? C'est le nombre d'arcs. Le nombre d'arcs. Alors on peut poser un problème d'optimisation, à savoir de dire que, étant donné un graphe, étant donné sa fermeture transitive,
est-ce que je peux construire un graphe optimal qui a la même fermeture transitive que ce graphe-là? Donc un graphe optimal, c'est un graphe qui a un minimum d'arcs, le nombre minimum d'arcs, et qui a les mêmes capacités que G. Donc trouver un graphe optimal. Optimal dans un sens, on pourra voir par la suite que l'optimalité peut changer en fonction du critère que l'on choisit. Et donc vous voyez que c'est une problématique qui peut se poser, par exemple, dans la construction des réseaux. Si on a un réseau qui a une certaine capacité, quel est le meilleur réseau qui a la même capacité? Voici donc le premier algorithme sur l'utilisation des graphes et de leur matrice d'adjacence. Nous allons passer à une deuxième famille d'algorithmes qui concerne ce que l'on appelle la connexité. Alors, comme on s'adresse à des étudiants de la licence de mathématiques, la notion de connexité, ils savent ce que c'est. La notion de connexité en mathématiques, donc c'est une notion topologique qui indique donc dans un espace topologique quels sont les ensembles qui sont à la fois ouverts et fermés. Donc on dit qu'un ensemble est connexe si les seuls parties ouverts et fermés en même temps sont la partie E en entier, l'espace en entier, et l'ensemble vide. S'il existe d'autres parties qui sont ouvertes et fermées à la fois, alors on dit que l'ensemble n'est pas connexe et on parle alors de composantes connexes. Ça, c'est la définition la plus générale de la notion de connexité. Mais il y a une notion équivalente dans Rn, c'est la notion de connexité par arc. On démontre que dans Rn, il y a équivalence entre la connexité et la connexité par arc. Et la connexité par arc, c'est l'existence d'un chemin continu entre les points d'un ensemble sans sortir de l'ensemble, ou de manière un peu grossière, si un ensemble est fait d'un seul bloc ou de plusieurs blocs. C'est ça la connexité. Et on voit bien que cette notion peut s'appliquer aux graphes. Est-ce que les graphes sont faits de plusieurs blocs ou bien d'un seul bloc, c'est-à-dire est-ce qu'on peut circuler entre les sommets du graphe? Alors voilà donc la notion c'est une notion topologique que l'on va introduire, que l'on va greffer sur les graphes, malgré que les graphes, comme on l'a dit auparavant, sont définis en dehors de toute topologie ni de structure algébrique. Donc c'est un ensemble fini et un ensemble contenu dans le produit cartésien. Alors on va définir la notion de connexité, donc, vous voyez, donc on applique des choses que l'on connaît en mathématiques sur un nouvel objet qui sont les graphes. Alors, on va introduire donc des outils qui vont nous permettre de répondre à un certain nombre de questions sur les graphes. Bon, la notion la plus simple qui fait appel à la notion de connexité, c'est la circulation, par exemple, physique dans un réseau routier. Est-ce qu'il est possible d'aller de n'importe quelle localité vers n'importe quelle localité et de revenir à la localité initiale et pas forcément par le même chemin? Alors, pour définir cette connexité, on va définir une relation, soit donc j'ai un graphe orienté, et puis on va définir une relation. Une relation, on va dire que soit IJ de sommet, on dira que on écrit que I est en relation par une certaine relation C avec J, si il existe un chemin de I vers J et il existe un chemin de J vers I. Ou, alors attendez un peu, il existe donc, alors I égale J, ou il existe un chemin de I vers J et il existe un chemin de J vers I. Donc on dira que c'est une relation binaire là aussi, une relation binaire, donc elle est vraie ou fausse. I c'est J sera vrai ou faux. Il est vrai si I égale J, ou bien
si I est différent de J, c'est-à-dire qu'il existe un chemin de I vers J et un chemin de J vers I. Voici la relation C. Alors on vérifie que cette relation est une relation d'équivalence. C est une relation d'équivalence. Alors, d'équivalence, donc un outil mathématique là aussi qui est très intéressant, puisque quand on a une relation d'équivalence, on a un ensemble quotient qui est constitué des classes d'équivalence de X par la relation C. Alors, donc elle est réflexive par construction, CI parce que I égale I, donc elle est réflexive, elle est symétrique à cause de sa définition ici et de quand I égale I, donc elle est bien symétrique, et elle est transitive, facile à voir. Transitive, bon, hein, s'il existe si I, C, J et J, C, K, ouais, donc c'est de I à J et de J vers K, voyez, donc il existe un chemin de I vers J, il existe un chemin de J vers I, J, C, K, donc il existe un chemin de J vers K, et il existe un chemin de K vers J. Vous voyez bien que par ce qu'on appelle la concaténation des chemins, il existe donc un chemin de I vers K, le voici, et il existe un chemin de K vers I, le voici, par concaténation de ces chemins. Donc la transitivité est assez évidente en étudiant à chaque fois les deux cas. Mais quand I égale J ou bien J égale K, ça ne change absolument rien, c'est encore plus facile. Donc on a une relation d'équivalence. Donc par conséquent, on a des classes d'équivalence. On a donc X qui peut être partitionné. On a donc X qui peut être partitionné, une partition, être partitionné par ces classes d'équivalence, par les classes d'équivalence. La partition d'un ensemble, c'est un ensemble de parties de cet ensemble dont aucune n'est vide, 2 à 2 disjointes, et dont la réunion donne le référentiel en entier. Donc on a bien une partition, c'est-à-dire que j'ai un certain nombre de parties, d'éléments, I1 jusqu'à IP, qui sont des éléments de X. Il existe une certaine famille, telle que, alors, I1 bar, la classe par C, union I2 bar, la classe par C, union IP bar par C est égal à l'ensemble X en entier, et IK bar inter IL bar est égal à l'ensemble vide si K est différent de L. Donc on a bien une partition, c'est-à-dire que l'ensemble des sommets, finalement, par un langage imagé, l'ensemble des sommets peut être écrit comme la réunion de sous-ensembles, non vides tous, 2 à 2 disjoints, vous voyez, 2 à 2 disjoints, voilà, et chacun représente une classe d'équivalence par la relation C, c'est-à-dire qu'entre les éléments d'une classe, on a des chemins aller et retour entre deux sommets quelconques. Alors, on pose donc la définition. Donc, on est en train de s'orienter vers la notion de connexité par arc en topologie, puisqu'on parle de chemins. Les chemins représentent les arcs de la connexité par arc, qui sont représentés par des fonctions continues de 0, 1 vers l'espace topologique. Donc voilà, et on va poser donc la définition classique. On dira que le graphe est connexe, le graphe G est connexe s'il contient une seule composante connexe, c'est-à-dire qu'il y a une seule
l'ensemble quotient est constitué d'un seul élément qui est x. Hein, si il contient une seule composante connexe par la relation C. Alors, je rappelle que, enfin je le rappelle, je dois le dire ici, que les classes d'équivalence, composantes connexes, égale une classe d'équivalence dans X par la relation C. Voici donc la notion de connexité. Connexité, donc on a les composantes connexes qui sont les classes d'équivalence, et on dit que le graphe est connexe s'il contient une seule composante connexe. Bien. Alors, donc, quand on aura un graphe qui est connexe, ça veut dire que si je prends I et je prends un sommet J, il existe un chemin de I vers J et un chemin de J vers I, qui est une notion, là aussi, importante au niveau de tout ce qui est communication. Communication physique sur des réseaux routiers ou bien des réseaux de transport, communication dans les réseaux de télécom et d'informatique, etc. Donc, est-ce qu'il existe des moyens de communiquer, qui est une caractéristique des graphes, une caractéristique, c'est-à-dire qui traduit une certaine richesse du graphe en question. Alors, on va s'attaquer donc à cette notion de connexité pour savoir si, étant donné un graphe, comment savoir s'il est connexe ou non? Première question. Deuxième question, s'il n'est pas connexe, quelles sont ses composantes connexes? Deuxième question. Et puis, troisième question, étant donné un graphe qui n'est pas connexe, que faut-il faire de façon optimale pour le rendre connexe? Alors, on va répondre à ces trois questions de façon successive. Bien. Avant d'aller plus loin, là aussi, je dois faire un petit rappel que vous trouverez peut-être dans les bibliographies. C'est que des fois, on parle de connexité. Le langage dans la théorie des graphes n'est pas encore totalement au point de façon standard et universelle. Donc, il y a encore des variantes en passant d'un document à un autre. On parle des fois de connexité et de forte connexité. On distingue forte connexité. Connexité, forte connexité. Et des fois, il y en a qui distinguent aussi entre les graphes orientés et non orientés. Bon, j'ai choisi de parler des graphes orientés parce que c'est le cas le plus général. Mais la notion de connexité, de forte connexité, bon, ce sont deux notions. Ce que j'ai traduit jusqu'ici, c'est ce qui est appelé la forte connexité. Et la connexité, c'est une notion des fois qui est allégée en supprimant l'orientation des arcs dans un graphe. Étant donné un graphe orienté, on supprime l'orientation, c'est-à-dire on double finalement tous les arcs obtenus. Le résultat est un graphe non orienté. Si ce graphe est connexe, on dit que le graphe initial est connexe. Bon, connexité, forte connexité. Bon, ici, je traduis donc la connexité par la forte connexité, et je pense que c'est suffisant pour un cours d'initiation à la théorie des graphes. Alors, on va donc s'attaquer à ces questions. Comment savoir donc si un graphe est connexe ou non? Et sinon, comment calculer les composantes connexes? Bon. Alors, l'idée donc de la méthode, c'est de partir d'un graphe donné. Et la question donc c'est G connexe, oui ou non? Hein? Il sera connexe s'il contient une seule composante connexe. Et par définition, dans les propriétés des classes d'équivalence, puisqu'elles sont disjointes, quand j'ai la relation quand x appartient à y bar, c'est-à-dire un élément
appartenant à une classe d'équivalence, on a y qui appartient aussi à x bar, et on a aussi x bar égale y bar, c'est-à-dire que tous les éléments d'une classe d'équivalence sont équivalents, ils se valent les uns les autres, donc on peut prendre n'importe lequel. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un i quelconque appartenant à x. Alors, puisqu'il est quelconque, on va prendre le premier qui vient, c'est-à-dire le sommet 1, hein, en général, soit i appartenant à x quelconque, arbitraire, quelconque, et on va calculer sa classe d'équivalence. I bar par c. On va calculer. Alors, on aura forcément soit I bar, la classe d'équivalence est égale à x, ou bien I est différent de x. S'il est égal à x, donc on a connexité. Mais s'il n'est pas connexe, hein, on a donc ça. S'il n'est pas connexe, qu'est-ce que l'on fait? On prend x et on supprime la classe d'équivalence de i. On la supprime. Et ça devient le nouveau x. Nouveau référentiel dans lequel on va choisir un élément, on va calculer sa classe d'équivalence et on va circuler comme ça. Vous voyez? Donc on va retourner ici, nouveau x, et on va retourner ici, soit i appartenant à x quelconque, calculer sa classe d'équivalence, soit il est égal à x, soit il est différent. S'il est égal, on a terminé. S'il est différent, on a donc, on supprime la classe d'équivalence, on a un nouvel ensemble, etc. Bien. Donc dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Donc, on va savoir si un ensemble est connexe. Et s'il n'est pas connexe, on va calculer les composantes connexes, c'est-à-dire les classes d'équivalence. Reste maintenant à comment calculer I bar, la classe d'équivalence. Je rappelle que I bar par C sera par définition l'ensemble des J éléments de X tel que, donc, il existe un chemin de I vers J, et il existe un chemin de J vers I. D'accord? Donc, bon. Un chemin, on sait ce que c'est une succession de sommets, de telle sorte que deux sommets successifs constituent un arc du graphe. Bien. Comment est-ce qu'on va construire donc cet ensemble? Vous voyez, on va utiliser l'adjacence. On va utiliser l'adjacence à travers, pas à pas. Quand on avance sur un chemin, on avance arc suivi d'un arc, suivi d'un arc. C'est-à-dire on passe finalement d'un sommet vers ce que l'on appelle ses successeurs, d'un sommet vers ses successeurs. Alors on va définir un ensemble qui est intéressant, que l'on va appeler oméga plus d'un sommet I, c'est l'ensemble de ses successeurs, l'ensemble des K éléments de X, tel que IK est un arc. C'est ce que l'on appelle l'ensemble des successeurs de I. Ensemble des successeurs de Walata et des successeurs de I. Un ensemble qui est intéressant. Et un autre ensemble qui est les prédécesseurs. Oméga moins de I, c'est les prédécesseurs, c'est les parents, si on veut, K élément de X, tel que KI est un arc. C'est l'ensemble des prédécesseurs de I, les successeurs et les prédécesseurs. Vous voyez? Voilà. À partir de ces deux ensembles, vous voyez ce que je peux faire. Je pars du sommet I et je vais vers ses successeurs. Les successeurs immédiats sont des sommets qui sont ici. Vous voyez que cet ensemble-là, c'est exactement, tout cet ensemble-là, c'est oméga plus de I. On peut les atteindre à partir de I par un chemin de longueur 1. Chaque sommet ici
a lui aussi ses successeurs. Ouais. Donc, qui peuvent être atteints donc, à partir de I par un chemin de longueur 2. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez que je peux continuer comme ça, grâce à cet ensemble-là, oméga plus, pour constituer un ensemble qui est l'ensemble des sommets qui peuvent être atteints à partir de I. À partir de I, donc on va constituer un ensemble I plus, je vais le noter comme ça, qui est l'ensemble des K éléments de X, tel que, donc, il existe un chemin de I vers K. Un chemin de longueur 1, de longueur 2, ou de longueur 3, etc., etc. I plus.